Un petit thème, les sociétés américaines, australiennes, polynésiennes, et on se concentre sur l'ancien monde, et en particulier sur ce qui est là, de la Méditerranée aux mers de Chine, en passant par soit des routes maritimes, en particulier les routes de l'océan Indien, dont la Méditerranée est un prolongement, et un peu décentrer le regard, et penser que le plus central, c'est plutôt ce qui se passe là, et que là, on est plutôt dans la périphérie occidentale, ou bien alors par des routes terrestres, ce qu'on a appelé au XIXe siècle les routes de la soie. Parce que c'était venu d'Europe, bien sûr, de même que les routes maritimes, on les a appelées les routes des épices. C'est bien sûr les Européens qui ont donné les noms de ce qui arrivait pour eux. Ce serait plus que la route de l'acier pour les Chinois, c'est-à-dire ce qui arrivait de l'Ouest. Donc, dans ces routes, voilà, je vous les trace grossièrement, vous avez bien sûr des problèmes d'obstacles. Par exemple, cet axe est un peu perturbé par une grosse montagne, l'ensemble, disons, l'Himalaya, pour aller vite, mais c'est encore plus vaste que ça, des pays tibétains. Donc, vous avez le développement des routes terrestres, des routes maritimes avec des relations, et vous avez ce système qui passe par des endroits divers, mais dont on pourra suivre localement les segments, entre autres par des fois des constructions, caravansérail par exemple, vous ne l'avez pas mis, mais il y a une carte de caravansérail de l'UNESCO qui regroupe tout à fait la partie terrestre de cet axe. Vous avez ce que j'aime bien appeler le système ancien monde, c'est-à-dire l'origine de notre monde actuel, les géographes appellent ça le système monde. Donc on est bien dans les origines de la mondialisation. Simplement, les routes ont progressivement été étendues et intégrées, les Américains, les Polynésiens. Donc je vais rester un instant sur ce système ancien. Alors voilà, en gros, l'idée centrale, avec, dans ce fait, un processus historique, mais je ne vais pas le développer, on n'a pas le temps. Vous avez des lieux qui sont beaucoup plus centraux, qui sont des carrefours intérieurs, et on voit que ce sont ceux où historiquement les choses se sont passées d'abord. Vous voyez, aujourd'hui, les économistes aiment bien une expression qui est fertilisation croisée. Et quand vous croisez des aspects culturels avec des aspects techniques, avec des aspects financiers, bon, vous produisez éventuellement des lieux où il se passe des choses intéressantes, il va y avoir des entreprises dynamiques. On appelle ça, ça fait chic, la fertilisation croisée. Mais c'est une idée qu'on peut reprendre pour Sumer. Pour justement la Mésopotamie la plus ancienne, là il se passe des choses parce qu'il y a des liens avec l'Ouest, avec l'Est, éventuellement avec le Sud, et toutes les innovations qui sont d'ailleurs peuvent converger dans ce lieu et il y a plus de chances qu'il se passe quelque chose. Alors remarquez qu'ensuite, c'est au contraire aux extrêmes que les innovations vont plutôt passer et basculer et que le monde a été créé par l'Europe mais aurait pu l'être par la Chine, c'est-à-dire plutôt au début de cet axe. Mais l'important, c'est qu'il y ait cet axe. Alors, un exemple, mais j'aurais pu en prendre d'autres, je crois que je vais en prendre deux, mais je vais prendre d'abord l'écriture. Justement, l'écriture, elle apparaît en Mésopotamie. Et c'est une écriture par dessin, par pictogramme. Donc, on a des uniformes, etc. Avec une diffusion d'abord restreinte, la vallée du Nil et la vallée de l'Indus, donc les sociétés de Mohenjo-Daro à Harappa, une écriture de type uniforme, et bien sûr les hiéroglyphes égyptiens. Et puis ensuite, ça s'étend, avec des débats historiques dans lesquels je ne rentrerai pas. L'écriture chinoise est-elle dérivée les idéogrammes chinois sont-ils issus de ce processus d'écriture? Pour ça que la flèche étant pointillée avec un 5, évidemment les Chinois, parce que non, ils ont tout inventé. Mais c'est quand même aussi probable. Il y a une deuxième mutation qui, elle, est récente, c'est en 1300 avant notre ère, et non plus en 3000 avant notre ère, comme pour la première forme d'écriture, ce qui est l'alphabet. Et là, vous avez une innovation dont on connaît bien le lieu, qui est très précisément au nord du Liban et au sud de la côte syrienne actuelle, un endroit où on ne peut pas aller se promener aujourd'hui, ce qui fait que les recherches archéologiques sont non seulement stérilisées, mais partiellement détruites aujourd'hui. Mais vous avez là un endroit où on a à Ougarit, précisément, l'invention de l'alphabet, avec une langue sémitique, et alpha, nos sons, A, B, G, c'est dès le départ, dans les alphabets d'il y a 1300, et ce n'est pas des langues indo-européennes, c'est des langues de type sémitique, qui sont les langues phéniciennes. Et vous avez une diffusion, alors on connaît évidemment les diffusions vers l'ouest, puisque des Phéniciens ont dérivé l'écriture phénicienne, a dérivé directement l'écriture grecque, qui va donner l'écriture latine, cyrillique, etc. Mais vous avez aussi des écritures qui sont celles, par exemple, des Touaregs, qui dérivent directement des écritures phéniciennes, de même que toutes les écritures indiennes et indonésiennes,
on appelle souvent, quand on est un touriste un peu simple, le vermicelle, hein, c'est ces petites écritures qui sont bien de l'alphabet, mais simplement qui ne sont pas tout à fait les mêmes alphabets que les nôtres, mais qui ont tous la même origine. Donc pratiquement toutes les écritures du monde sont nées de cela, pas tout à fait, il y a non seulement le débat sur le chinois, ce qui n'est pas rien, mais il y a des écritures autonomes, si je veux dire, et en particulier les glyphes mayas, mais ça c'est une écriture très limitée, à quelques éléments, ce n'est pas une écriture complète. Voilà, donc on a bien quelque chose, donc vous voyez la diffusion. Ça va en gros de l'Espagne, l'extrême ouest c'est l'Espagne, la Gaule, et puis l'Afrique du Nord, et puis au contraire on va jusqu'en Chine, on va en Inde, en Indochine. Vous avez bien cette bande de mondialisation ancienne que j'ai commencé par évoquer. Alors là, c'est aussi une carte que j'avais faite pour montrer l'histoire de l'acier. Alors j'ai pas dit du fer, hein, mais de l'acier. La technique de l'acier n'est pas du tout européenne, c'est né en Inde. Il y a à peu près au début de notre ère, on a appris à transformer le fer. Alors le fer, c'était déjà une technique qui nécessitait de chauffer beaucoup plus que pour faire fondre du cuivre, de l'or, de l'étain, et donc faire par exemple du bronze, de l'argent, etc. Là, il suffit de les mettre dans un feu de bois. Hein. Si vous mettez une pépite d'or dans un feu de bois, ça va fondre. Tandis que si vous mettez un morceau de minerai de fer, ça ne fondra pas. Il faut un four déjà qui monte à 1300 degrés, enfin, pour transformer ce fer en acier, il faut encore plus. Et pour ça, il faut de la ventilation. Eh bien, il se trouve que dans les vallées de l'ouest de l'Inde, vous avez pendant 6 mois de l'année une ventilation naturelle par les moussons, qui sont un contexte sur lequel on reviendra, parce que ça va jouer un rôle important. Et ces moussons, en s'engouffrant dans des vallées, forment une ventilation forte. Et quand on invente des espèces d'entonnoirs dans lesquels on va concentrer, on a une ventilation très très forte qui va permettre de faire monter le feu à des températures plus élevées et d'avoir la transformation du fer en acier. C'est là que c'est né. Alors après, on s'est pu se diffuser en inventant le soufflet. Donc la forge, hein, on a tous connu autrefois, mais vous avez une diffusion qui se fait à partir de l'Inde vers la Chine, mais surtout vers l'Asie occidentale, ce qu'on appellera au XIXe siècle le Moyen-Orient. C'est l'acier de Damas que les croisés vont découvrir, d'ailleurs leur détriment, parce que ça veut dire que c'était des armes de meilleure qualité, qui va devenir l'acier de Tolède, et qu'ensuite les Européens vont apprivoiser, domestiquer et devenir au XIIIe, XIVe siècle les meilleurs dans le domaine de la fabrication de l'acier, en perfectionnant le soufflet en particulier. Et à leur tour, ils vont diffuser, entre autres, vous voyez la dernière flèche que j'ai mise, c'est celle-ci, c'est au XVIe siècle, les Européens qui vont apprendre aux Japonais à transformer leur mauvais acier de technique chinoise en acier à l'européenne, qui est d'origine arabe, qui est d'origine indienne. Et cet acier, c'est ce qui explique que les plus vieux sabres de samouraï que vous pourriez rencontrer sont du XVIe. Si on veut vous vendre un sabre du XVe, faites appel. Hein. Nécessairement le XVIe, vous n'en trouverez pas d'ailleurs. Hein. Mais dans une grande famille de samouraïs, vous devez avoir son sabre qui est remonté au XVIe siècle. Donc il y avait plein de fautes. Mais vous voyez, vous avez toujours le même axe. Hein, c'est pour ça que j'ai fait un cadrage un peu bizarre hein, de ma carte. Vous avez toujours cet axe de circulation sur lequel tout circule allègrement. Eh bien, il y a des périphéries aussi. Vous voyez, ici, j'ai développé vers le nord. Donc, vous voyez la Méditerranée. Enfin, c'est pas moi qui ai fait la carte. Hein. C'est un monsieur qui s'appelle Maurice Lombard, en même temps. Vous avez la Méditerranée. Là, on aurait l'océan Indien. Et puis, vous avez, on se situe à peu près à l'époque de Charlemagne ou de Haroun al-Rachid. Hein, et vous avez des périphéries qui nous produisent, parce qu'on va chercher là où, dans les régions où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup d'agriculture, on n'a plus, c'est-à-dire des animaux à fourrure, de la trappe. Donc, vous avez là, dans les grandes forêts du Nord, vous avez typiquement un front pionnier de la mondialisation. Je ne vais pas le développer, mais si ça vous amuse, je pourrais le faire après. La trappe des fourrures, on va le retrouver, par exemple, cette question, j'avais vu, je crois, de la marque des ziblines, hein. Vous voyez, les animaux les plus rares, hein, comme la zibeline ou l'hermine, très très coûteux, qui sont donc des objets de prestige, ces fourrures. Elles sont capturées dans des forêts sibériennes par des populations qui se spécialisent. Si vous avez vu d'Erzurumala, par exemple, vous voyez une image de ces populations qui se spécialisent dans la trappe pour des clients qui sont plus au sud. Et ces fourrures vont être ensuite utilisées pour la cour de Charlemagne ou celle des grands
grands royaumes musulmans, indiens, etc. C'est pas pour des questions de température, d'ailleurs, forcément, mais purement de prestige. Et parce que ça vient de très loin et que c'est donc très cher. Pensez, quand on va franchir l'Atlantique, c'est exactement ce qui va se produire au Canada. Hein, les coureurs des bois, comme on disait, les trappeurs, c'est eux qui vont représenter le front pionnier avec l'autre représentant du front pionnier de la mondialisation, qui est le chercheur d'or. Ça, vraiment, les choses qu'on n'a plus sur place, parce qu'on a épuisé les forêts avec des animaux rares, les mines d'or, donc on va aller chercher loin, et c'est comme ça souvent qu'on étend la mondialisation. À cet axe de l'Ancien Monde, je vous ai montré la périphérie nord, les marges du nord, et les périphéries sud. Parce qu'il y a une grande discontinuité, et là, je suis politiquement peu correct en disant ça, mais l'Afrique noire est périphérique bien avant toutes les colonisations. Alors j'enseigne à Dakar aussi, hein, donc je sais que disons, des propos polémiques que j'aime bien tenir vis-à-vis sénégalais. Il y a le Sahara. Et le Sahara, c'est bien sûr quelque chose qui est désertique depuis longtemps. C'était un peu plus compliqué au moment des glaciations, parce qu'il se déplaçait du nord-sud. Mais en tout cas, depuis 15 000 ans, il n'y a pas de doute, c'est aride. Simplement, c'est de plus en plus aride, le Sahara. Ce n'est pas un processus uniquement depuis 2 siècles. Hein. L'aridification, elle a commencé au moins en 4000 avant notre ère. La preuve, c'est que vous avez sans doute, maintenant, il ne faut pas les promener, hein, on ne risque pas de vous y autoriser, mais si vous allez au nord du Mali, si autrefois, quand on allait au nord du Mali, ou qu'on allait se promener à Tamanrasset, on allait voir des gravures et des peintures rupestres des populations qui vivaient là entre 4000 et 1500 avant notre ère, et qui montraient, entre autres pour les dernières, des troupeaux qu'on ne pourrait pas évidemment élever dans ces régions devenues totalement arides. Eh bien, l'aridification a fait que ce qui était un endroit pas facile à passer, il ne faut pas exagérer, mais il n'était pas très facile, c'est devenu un endroit, par exemple, à l'époque d'Athènes, il y avait ce qu'on appelait les garamantes. Hein, on pouvait encore passer à cheval à travers le Sahara en choisissant bien sûr, son itinéraire et ses points d'eau. Je rappelle du rêve que c'est plus possible. Ce qui fait d'ailleurs que les Romains ont introduit, au début de notre ère, un animal d'Asie centrale, qui avait été domestiqué en Asie centrale, et qui est un animal qui permet de tenir des grandes distances, qui est le dromadaire. Qui n'est pas africain, hein, ce qui surprend souvent beaucoup d'Africains d'ailleurs, mais qui est d'Asie centrale, comme le chameau et le cheval, qui sont trois animaux des steppes, et qui sont des animaux qui permettent de maîtriser la distance, tous animaux qui jouent un rôle dans les échanges sur lesquels je vais continuer à assister. Donc l'Afrique, vous voyez, vous êtes dans une situation qui est périphérique, et vous avez, ça c'est l'axe de l'Ancien Monde, hein, que je viens de tracer, et vous avez l'obstacle forestier. Il y a des sociétés qui se développent dans les régions soudaniennes, qu'on appelle les empires du Ghana, du Mali, du Songhai. Le dernier, c'est le Mali. Ils ont donné leur nom à des États actuels, mais ils ne coïncident pas avec les États, en particulier le Ghana, mais pas du tout où est l'État du Ghana. Il est presque au Sénégal. Mais vous avez ces États qui sont des périphéries de l'Ancien Monde, des échanges de l'Ancien Monde, à travers des voies caravanières, et en particulier qui fournissent de l'or. Parce que là, les mines ne sont pas épuisées, alors que dans l'axe de l'Ancien Monde, elles l'ont été souvent depuis longtemps. Même chose pour les sociétés qui sont à l'est de l'Afrique, comme le Zimbabwe, qui a aussi été réutilisé pour un nom d'État, ou bien un mot qui fait rêver, qui est d'origine portugaise, mais pour désigner un État qui était fournisseur d'or, qui est le Monomotapa. C'est très joli. Vous avez ces sociétés qui aujourd'hui correspondent à peu près à l'est et l'ouest du Mozambique, hein, au Zimbabwe, à la Zambie actuelle, qui étaient des sociétés qui fournissaient là aussi de l'or, mais cette fois-ci par l'océan Indien. C'est-à-dire que vous aviez des liens qui étaient, si on voulait les faire communiquer entre elles, ce n'était pas à travers la forêt, c'était à travers l'axe de l'Ancien Monde, et les interrelations qu'il pouvait y avoir n'étaient pas entre elles. Elles étaient via essentiellement le monde arabo-musulman, d'ailleurs. Dans les deux cas, il y avait une progression de l'islam sur ces deux fronts. Donc on était déjà dans une périphérie, ce qui ne veut pas dire que l'Afrique soit de toute éternité condamnée à être une périphérie. Et elle était déjà, d'ailleurs, bien avant le XVe siècle, objet de traite négrière, hein, que je ne vais pas développer maintenant. Donc voilà notre axe de l'Ancien Monde, hein, les routes terrestres, avec des compléments maritimes. Vous voyez, il y a des positions qui sont plus centrales, j'ai mis évidemment un croissant, donc croissant fertile, avec des diffusions, l'Indus, puis le monde méditerranéen, le monde grec, le monde iranien, devient à terme l'Europe, l'Inde, la Chine, vous avez nos poids lourds. J'avance dans le temps, nous sommes au XIIIe siècle. On s'approche des grandes découvertes. Et bien là, il y a un épisode qui est à la fois l'inverse des grandes découvertes
du monde qui va se construire au XVIe siècle, et en même temps, sa condition nécessaire, son préambule, l'épisode précédent, c'est l'Empire mongol, auquel on connaît bien sous le nom de Gengis Khan. Alors je vous rappelle que des peuples des steppes construisaient assez régulièrement des empires. Il y en a eu beaucoup avant le XIIIe siècle, mais ils étaient de plus en plus étendus. Et celui qui a été construit par les descendants de Gengis Khan, parce que lui il est mort en 1227, mais 2 générations plus tard, à l'époque de son petit-fils, Kubilai Khan, vous avez cette extension maximale, qui est absolument extraordinaire, puisqu'ils ont été jusqu'à battre les chevaliers teutoniques et les Polonais et les Hongrois à l'extrême ouest, et ils ont bien failli donc envahir toute l'Europe, et ils ont été jusqu'à attaquer le Japon à l'extrême est. Vous voyez la taille de cette construction, il n'y a jamais eu de construction terrestre aussi grande que l'Empire mongol. Ils ont été d'ailleurs, ils ont envoyé des expéditions jusqu'à Java, dans la partie sud. Il n'y a que l'Inde, ce sera leur successeur, Tamerlan, qui conquérera. Mais vous avez là cette construction géopolitique énorme. Alors, ces constructions récurrentes, dont c'est la dernière version et la plus importante, il ne faut pas être aussi surpris que ça. Ce n'est que la transformation d'une structure politique de ce qui était le réseau des routes terrestres, qu'on appelle couramment les routes de la soie. Et d'ailleurs, ce sont les acteurs des routes de la soie. Qui sont ces Mongols? Ce sont rien d'autre que les caravaniers des routes de la soie. Donc quand il y a des structures politiques, des empires de paysans, comme la Chine, l'Iran, le monde musulman dans son ensemble, l'Europe, qui sont suffisamment solides, bon, on fait en sorte que ces caravaniers soient des gens paisibles, fassent du commerce et soient soumis aux grosses puissances territoriales. Mais il suffit qu'il y ait crise. Ça arrive régulièrement, bien sûr, dans ces empires, et en particulier dans le plus puissant et le plus gros, qui est la Chine. Et au début du XIIIe siècle, la Chine est divisée en 3 empires rivaux. Et les Mongols, là, plus personne ne les contrôle, ils en profitent, ils vont manger les empires les uns après les autres et conquérir tous les pays voisins, en particulier l'Iran, s'emparer de Bagdad, tuer le calife, ce qui est un acte qui a évidemment été tout à fait frappant, et même s'attaquer à l'Europe et au Japon. Donc vous avez cet énorme empire qui est simplement la mise en structure politique, en territoire d'un réseau commercial. C'est une mondialisation limitée, certes, mais vous voyez, une mondialisation beaucoup plus poussée que la nôtre, parce qu'elle a une unité politique même, très hiérarchique, très inégale. En même temps, c'est très important pour comprendre ce qui va suivre. Certes, c'est l'inverse des grandes découvertes, puisque les liens qui vont être faits par les Européens sont des liens maritimes. Donc on va relier des façades, l'Amérique à l'Europe, le pourtour de l'océan Indien à l'Europe, on va faire des liaisons maritimes. Mais là, ce sont des liaisons terrestres, c'est des cavaliers et non pas des marins. C'est la route de la soie et non pas la route des épices qui fonctionne. Mais en unifiant et en créant ce qu'on a souvent appelé la Pax Mongolica, c'est l'historiographie qui utilise ce terme latin, copié de la Pax Romana, en maintenant une structure politique pendant près d'un siècle, des années 1230 au début du XIVe siècle. Vous avez pendant 80 ans au moins, les routes ont fonctionné vraiment de la manière la plus efficace possible. Les relais de poste étaient assurés, avec une autorité de fer. On se faisait couper la tête assez vite si les ordres n'étaient pas appliqués. Mais grâce à cette autorité, ça a été une explosion commerciale. Le commerce n'est pas nouveau, on a vu que ça remontait à des temps anciens, mais les échanges, là, ont été considérables au XIIIe siècle et au début du XIVe siècle. Alors on a tout échangé, et par exemple, vu l'Europe, dans notre vision évidemment tout à fait subjective, on a d'abord des voyageurs. Je vous ai tracé ici l'itinéraire de Marco Polo. Le voyage de Marco Polo n'est compréhensible que dans le cadre de l'Empire mongol. Et d'ailleurs, il a travaillé pour le petit-fils, il a passé 20 ans en Chine, où il a travaillé pour Kubilai, qu'on appelle Kubilai Khan, c'est-à-dire le roi Kubilai en mongol, mais qui était aussi le premier empereur Yuan, c'est-à-dire il était en même temps empereur de Chine, qui faisait partie de son domaine. Et donc il employait des étrangers qui étaient un peu plus sûrs, dont notre Vénitien. Et il est revenu par la... Mais quel voyage il a fait? Il est parti par la route de la soie et il est revenu par la route de Venise. C'est exactement l'itinéraire de Marco Polo, avec un séjour d'une vingtaine d'années en Extrême-Orient. Donc sur cette route, bien circule, c'est un peu plus ancien, mais évidemment ça va jouer ensuite un rôle, cette invention chinoise qui est la boussole. Alors, il y a des objets de discussion, est-ce que c'est vraiment chinois? Je ne vais pas rentrer dans les détails.
Les Européens l'ont connu au début du XIIIe, de même que des systèmes comme l'astrolabe perfectionné qui, elle, est d'origine iranienne, mais surtout une invention chinoise que les Européens vont beaucoup utiliser et développer, la poudre à canon. Et puis une invention chinoise qui va être aussi un élément très important du pouvoir et de la transformation de la société européenne, qui est l'imprimerie. Alors je vous rappelle que les Chinois ont inventé l'imprimerie pour faire du papier-monnaie. C'est leur première raison de créer des caractères mobiles, et les Européens vont perfectionner ce système-là. Mais aussi, si je vous mets des images de la peste noire, c'est qu'il ne circule pas que des choses positives, encore que la poudre à canon, positif, c'est discutable, mais enfin que des inventions techniques, il y en a beaucoup d'autres, hein, des métiers à tisser, enfin, il n'y a pas que des produits, il n'y a pas que des techniques, il n'y a pas que des innovations, il n'y a pas que des idées qui circulent, il y a aussi des microbes, des virus, des bacilles, parce que cette circulation a été la systématisation d'un grand bassin épidémiologique de la Méditerranée jusqu'aux mers de Chine. Et une maladie qui était endémique en Asie centrale s'est répandue d'abord en Chine, puis en Inde, puis dans le monde ottoman, et finalement, dans les années 1343-45, en Europe. La peste noire, il n'y a pas que l'Europe qui a été touchée, mais vous savez que ça a tué près d'un tiers de la population européenne. Alors, gardez bien en tête cette idée qu'il y a mondialisation à une échelle qui n'est qu'une partie de l'humanité. Cela dit, c'est quand même les 3/4 de l'humanité, ce que je suis en train de vous décrire. Mais qu'une partie de l'humanité, il y a mondialisation des maladies. Chaque fois qu'on a explosion de la circulation et mondialisation, et remarquez que je vous fais une petite chronologie du mot mondialisation en entrée, en commençant au début des années 80, je vous rappelle que c'est aussi la chronologie du sida, qui est un bon exemple de mondialisation, de processus de mondialisation. Donc il y a toujours des choses qu'on ne souhaiterait pas mondialiser, qui sont les choses dont les humains sont porteurs, volontairement. Et de ce fait, du Japon à la Méditerranée, à l'Europe, vous avez une mise en commun de tous les microbes. Alors ça a des inconvénients, mais ça aussi, le fait qu'au bout au bout d'une dizaine d'années où une bonne partie de la population européenne est décédée, eh bien, les Européens ne sont pas vaccinés. Ce terme serait impropre, mais en tout cas, il y a un phénomène de sélection qui fait qu'ils sont assez résistants à la peste noire, même si elle restera endémique en Europe et ailleurs, d'ailleurs pendant encore très longtemps, elle ne tuera plus massivement. En Europe, regardez ça, on a développé des anticorps qui nous permettent d'être protégés, en tout cas ceux qui ont survécu et leurs descendants, de ces maladies. Alors, maintenant, au XVe siècle, les choses vont changer. Alors, d'abord, tout de suite, je vous montre sur cette carte, vous retrouvez centré sur l'ancien monde, vous avez l'Europe, l'Inde, la Chine ici, l'Afrique, et vous avez des voyages qui sont qui commencent au début du XVe siècle. Alors, le XIVe siècle, on a vu, j'ai parlé de la peste noire, c'est plus globalement une période de pagaille, de conflits, de désorganisation, de fragmentation. C'est une période très noire, globalement, pas simplement pour des questions de maladie, mais à partir du moment où les échanges, la croissance économique, le beau XIIIe siècle était terminé, c'était une période de conflit. Entre autres, dans notre petit coin de l'ancien monde, c'est la guerre de 100 ans, par exemple. Mais d'autres, des conflits, c'est vraiment un mauvais moment. Et au XVe siècle, on va tenter de renouer les fils des échanges. Et entre autres, on va retrouver des routes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'empire mongol qui assure la sécurité de la route de la soie. On va essayer sur le plan maritime. Et vous avez donc des processus qu'on va appeler ultérieurement des grandes découvertes, et je dis des, qui se produisent au début du XVe siècle. Alors, bien sûr, celle qu'on connaît dans notre histoire, c'est celle-là. Vous voyez qu'elle est la plus modeste. C'est la première poussée des Européens dans l'Atlantique, où ils vont petit à petit découvrir et coloniser soit des îles qui étaient déjà occupées par des êtres humains qu'ils ont en général éliminés, les Canaries par exemple, mais des îles qui étaient vierges où personne n'avait jamais été et qu'ils vont donc intégrer à l'épimène, dans lesquelles ils vont s'installer. C'est le cas des Açores et c'est le cas de Madère. Donc c'est cette première poussée qui a pas le temps de développer, mais qui a de l'importance comme jalon pour la découverte de l'Atlantique. Si Colomb n'avait pas vécu 20 ans aux Açores, il n'aurait jamais pu aller en Amérique, parce que c'est là qu'il a appris à maîtriser les vents, à connaître les courants de l'Atlantique, à savoir comment revenir, alors que merci, il fallait passer. Donc c'est évidemment une étape importante, une sorte d'antichambre de l'Atlantique, de l'Amérique.
Mais vous voyez, pendant que les Européens poussent lentement à la fin du XIVe et au début du XVe à l'ouest, et ce que vous avez en noir, ce sont les voyages chinois. C'est-à-dire que vous avez, sous la direction d'un monsieur qui s'appelle Cheng He, qu'on appelle l'amiral Cheng He, qui était un grand dirigeant chinois, par ailleurs un eunuque, au début de l'Empire Ming, les gens qui avaient chassé les Mongols, la dynastie purement chinoise, qui était après les Mongols, donc fin 14e, qui est au pouvoir fin 14e, au début du 15e, qui sont, alors évidemment, cette peinture n'est pas d'époque, c'est une peinture de 1985. Aujourd'hui, depuis quelques années, la Chine, évidemment, a beaucoup revalorisé le rôle de Cheng He, pour des raisons qu'on comprend bien aujourd'hui. Mais pour dire, au fond, la mondialisation, bon, d'accord, on a raté le coche, ça aurait dû être nous, ça a été les Européens, mais petite parenthèse de 5 siècles, maintenant c'est nous. Bon, c'est ce que ça veut dire, le message chinois. Mais Cheng He a effectivement dirigé cette grande expédition. Donc je reviens un instant au moment que j'ai... Voilà, le commanditaire a été le deuxième empereur, enfin le troisième exactement empereur Yongle, il avait éliminé le deuxième, qui était son neveu. Il va être poursuivi, et vous avez des moyens qui sont les moyens chinois de l'époque. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, le plus gros des navires colons, qui était assez gros parce que c'était pas la Santa Maria n'était pas une caravelle, c'était une nave qui était un peu plus grosse. C'est rien du tout à côté des bateaux trésors qui sont les gros bateaux de la flotte de Cheng He. Mais quand Cheng He apparaît dans les 7 grandes expéditions principales, c'est avec environ 30 000 hommes. 30 000 hommes, des flottes. Et des centaines et des centaines de bateaux de tailles diverses. Il y avait des gros navires lourds et puissants, 130 mètres de long. C'est les plus gros navires en bois qu'on ait jamais fait. Il y avait des petits navires rapides, enfin c'était des flottes très complexes. La flotte de colons en 1492, c'était 105 marins. Et vous comparez les effectifs, les moyens. Et on verra qu'il y a une grosse différence. Donc les Chinois vont lancer des grandes explorations. Alors, j'ai une carte, non, je reviendrai sur ces tirages dans un instant, je vais revenir à la carte. Et ces explorations, on est sûr qu'elles ont été, on a des traces historiques sur place et dans les récits chinois, jusqu'au Mozambique, jusqu'au canal du Mozambique, entre Madagascar et l'Afrique. C'est là que s'arrêtent les moussons d'hiver. Le monde des moussons s'arrête là. Ils ont peut-être été un peu plus loin, peut-être, c'est pas tout à fait sûr. Mais c'est pas simplement pour des raisons techniques, parce que ces grosses jonques qui étaient vent arrière étaient poussées par les moussons. C'est simple, la navigation dans l'océan Indien, il suffit d'attendre le changement de saison, c'est ce que veut dire mousson, monsoon, la saison en arabe. Il suffit d'attendre, pour toute façon, être toujours poussé par le vent. C'est pour ça que vous avez les navigations de haute mer les plus anciennes historiques, bien plus en Méditerranée. Mais il ne fait aucun doute que les marins chinois, les constructeurs de bateaux, avaient les moyens de faire des navires qui auraient très bien pu franchir, l'aurait-il appelé le cap de Bonne-Espérance, on ne sait pas, mais qui auraient très bien pu franchir le sud de l'Afrique et remonter dans l'Atlantique. Auquel cas, quelque part vers 1450,